Bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Je suis Michel Salem-Sermanet d'Alumni for the Planet. Je suis un des cofondateurs de cette association et je suis très heureux d'organiser avec Sciences Po Alumni, à la fois son groupe environnement et santé, ce webinaire. Je vais vous dire deux mots pour introduire ce webinaire en vous expliquant quel est l'objectif. C'est important que vous l'ayez bien en tête. Euh, L'objectif n'est pas de vous apporter une connaissance sur les enjeux de la décarbonation du secteur de la santé, même si vous aurez, grâce à Marie en particulier, voilà, un certain nombre d'informations très intéressantes qui vont vous être données. L'objectif prioritaire, c'est de vous faire comprendre, au travers du témoignage de Noël Bernard, qui a euh, agi au sein du CHU de Bordeaux pendant de nombreuses années, c'est de vous faire comprendre qu'il est possible pour tout collaborateur de s'engager au sein de son entreprise ou de son organisation et de passer à l'action et de contribuer de manière significative à transformer son entreprise, à accélérer même sa transformation au regard des enjeux climatiques et environnementaux. Voilà, c'est vraiment ça l'ADN d'Alumni for the Planet. Alors pourquoi Alumni? Parce que nous co-organisons tous ces webinaires de passage à l'action avec des associations d'alumni. Et la raison, c'est que les associations sont en contact avec un grand nombre d'alumni, parfois des dizaines de milliers, qui pour beaucoup sont en activité au sein de leur entreprise privée ou organisations publiques diverses. Et donc, par là même, nous touchons un nombre important de personnes. Et nous faisons donc un grand nombre, entre 20 et 30 webinaires de ce type par an. Je précise que nous sommes soutenus par le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ADEME depuis le début pour mener cette action en espérant avoir le maximum d'impact. Donc voilà, je voulais rappeler l'objectif qui est de vous inspirer pour passer à l'action. Donc vous avez là deux personnes très expérimentées sur le domaine de la santé, comme je l'ai dit un peu déjà, Marie Carnet, qui est spécialiste de ce domaine, qui vous rappellera ou qui vous indiquera les grands enjeux de la décarbonation de ce secteur. Et puis Noël Bernard qui va témoigner de son action. Donc vraiment, n'hésitez pas, après chaque intervention, à poser les questions que vous souhaitez au travers du chat. Je les reprendrai pour aussi échanger, avoir des compléments d'information. Alors, avant de laisser la parole à Sciences Po Alumni, pour également un mot d'accueil, je voulais vous donner trois dernières informations. D'abord, il y a un autre format de webinaire que nous organisons à Alumni for the Planet. Ce premier est pour inspirer le passage à l'action et pour vous aider à démarrer une action dans votre entreprise ou organisation. Nous avons un autre type de webinaire que nous appelons concrétiser ou accompagner dans la durée, qui s'adresse à des personnes qui viennent de démarrer une action au sein de leur entreprise et qui voudraient partager leur expérience et en particulier partager les difficultés qu'ils ont à surmonter avec d'autres personnes qui sont au même stade. Et donc, ce sont des webinaires qui sont d'un format un peu différent. Nous n'avons pas de témoignages comme aujourd'hui et nous avons un travail, par contre, en petits groupes de 8-10 personnes maximum, animés par un coach à chaque fois, ce qui vous permet d'échanger en intelligence collective et de repartir avec des clés concrètes pour surmonter les difficultés que vous rencontrez dans votre action au sein de votre entreprise ou organisation en faveur des enjeux climatiques et environnementaux. Vous voyez un petit peu ces deux étapes. Aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que c'est possible pour tout collaborateur de s'engager. Puis vous avez un deuxième type de webinaire, il y en a à peu près tous les mois. Vous regarderez l'agenda sur notre site qu'on appelle concrétiser ou accompagner dans la durée. Et je voulais également vous indiquer que ces webinaires sont gratuits. Nous sommes financés par les pouvoirs publics. Néanmoins, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous apporter une contribution volontaire. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général, donc les dons sont défiscalisés. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à nous contacter pour devenir bénévole au sein de notre association. On a besoin, évidemment, de toutes les bonnes volontés. Une dernière chose, à la demande des ministères et de l'ADEME et aussi de notre propre initiative, nous souhaitons évaluer l'impact de ces webinaires d'inspiration, de passage à l'action. C'est pourquoi, vers la fin du webinaire, nous vous mettrons en ligne un petit sondage. Donc, je vous recommande vraiment de le renseigner. Ça nous aide à comprendre comment nous avons un impact. Ce que nous constatons en général, c'est que
2 tiers des participants indiquent leur intention de passer à l'action suite au webinaire. Et donc, c'est dans ces sondages qu'on a cette information qui est extrêmement riche pour nous. Ça prend 2-3 minutes pour la renseigner. Donc, voilà, merci d'avance. On vous le redira dès qu'on le mettra en ligne. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un très, très bon webinaire et je vous retrouverai pour certaines questions dans le chat. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Sciences Po Alumni. Et en particulier à Madame Danteroche, qui est vice-présidente du groupe environnement de Sciences Po Alumni. Peut-être que aussi le groupe santé voudra dire un mot. En tout cas, je les remercie beaucoup de co-organiser ce webinaire avec nous. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de la présidente, au nom du groupe et de la présidente Anne-Béatrice Schlumberger qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. C'est un moment important de la vie de notre groupe, hein, qui est un groupe actif et qui a une communauté très importante de 2600 membres. Vous êtes tous les bienvenus avec un programme riche et des formats très différents de conférences, de masterclass. Et cette collaboration régulière avec Alumni for the Planet est pour nous extrêmement important pour vous apporter effectivement un autre mode de mise en action, d'inspiration avec ce partage de retour d'expérience opérationnel. Euh, et donc, voilà, profitez-en, c'est un moment riche de partage. Et je suis ravie aussi d'être, comme on le fait de plus en plus aussi avec des groupes sectoriels de Sciences Po Alumni, être co-hôte de cet événement avec Pascal Morel, à qui je cède la parole pour dire quelques mots. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, moi aussi, je vous salue. Merci de cette proposition que vous nous avez faite. Le groupe santé est un groupe, alors je ne sais plus combien nous sommes exactement, mais nous sommes très actifs aussi. Enfin, en tout cas, nous essayons de l'être. Et puis, ce que vous allez dire nous intéresse dans le cadre essentiellement de ce champ que nous ouvrons, hein, Open Health, santé, environnement, Global Health, enfin, etc. Voilà, ce sont des sujets qui sont évidemment émergents pour nous et je suis content de rencontrer également des acteurs hospitaliers et qui s'investissent de manière originale dans ces sujets. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il y a d'autres de mes camarades qui sont là et qui vous écouteront avec beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Donc, je passe tout de suite la parole à Marie Kernec qui va peut-être battre son record, hein, puisqu'elle va vous passer ses 40 diapos extrêmement intéressantes et précises en un temps record. Voilà, on te laisse la parole, Marie. Merci Michel, bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Alors, je vais vous parler ce soir avec ma casquette de collaboratrice du Shift Project. Je suis par ailleurs directrice de EHESP International, j'ai été directrice d'hôpital et j'ai travaillé en santé publique dans le NHS. Décarboner la santé pour soigner durablement, ça fait 2 ans exactement qu'on a produit ce rapport avec les collègues du Shift. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Shift, c'est un think tank qui réfléchit à une économie post-carbone, qui regarde les flux d'énergie. Depuis 2020, on a essentiellement travaillé sur le PTEF, un plan de transformation de l'économie française qui concerne tous les pans de l'économie française, avec l'objectif de rester dans les accords de Paris, de limiter l'augmentation de la température de la planète, ce qui est évidemment un objectif qui s'éloigne de plus en plus malheureusement. Ça veut dire une baisse de 80% des émissions d'ici 2050, soit une empreinte moyenne de Français divisée par 5, moins 5% par an à peu près. Alors, les déterminants de la santé, on sait bien que la santé, les soins médicaux, c'est une partie minime de la santé. La santé, elle se passe en amont, elle se passe au niveau des déterminants, elle se passe dans les modes de vie, 50%, dans notre environnement, 20%, et également dans les facteurs génétiques. Un environnement dégradé a un impact sur la santé. L'OMS en 2007 le disait déjà, je m'excuse pour cette slide un petit peu intense, je vous l'accorde. En 2007, l'OMS parlait de 13 millions de décès attribuables à un environnement altéré en termes de maladies cardiovasculaires, de cancers, de maladies respiratoires. Prusustune, en 2016, a publié également un travail élaboré mettant en lumière donc 133 maladies directement liées à un environnement dégradé, 23% des décès mondiaux. Et évidemment, pendant la crise Covid notamment, on a beaucoup parlé du concept de One Health, qui est un concept
de plus en plus important puisque notre santé humaine est totalement liée à la santé animale et à la santé environnementale. Alors, le changement climatique, eh ben, évidemment, ça vient accélérer cette dégradation de l'environnement et son impact avec des effets directs, indirects que l'on connaît tous et de plus en plus près. Je ne vais pas les reciter, avec un effet sur l'état de santé de la population direct ou sur les déterminants sociaux de la santé direct, avec des décès directement liés aux canicules, aux famines, avec une augmentation des maladies cardiovasculaires, les maladies vectorielles, la santé mentale, un gros sujet évidemment. Les déterminants sociaux de la santé, conflits, déplacements de population, destruction d'infrastructures, et on en a des illustrations en permanence. Et ça fait peser sur le système de santé un poids considérable à tous les niveaux. Un premier recours au niveau des services d'urgence, au niveau des structures hospitalières dans leur ensemble, avec des vraies questions de résilience du système. Est-ce qu'on est capable de faire face avec des systèmes qui sont déjà parfois à bout de souffle aujourd'hui, avec une augmentation de la population vieillissante qui a des besoins, et par ailleurs, donc, ces crises qui s'ajoutent? Est-ce qu'on est capable de faire face, de répondre à des crises multiples et de faire face tout simplement sur la durée en termes de capacité et de ressources? Donc, on s'est intéressé au secteur de la santé pour cet enjeu de résilience essentiellement, avec cet impact direct qu'on vient de voir, et aussi le fait que le secteur de la santé est un secteur très dépendant des énergies fossiles. C'est aussi évidemment un gros secteur de l'économie, un gros employeur qui a besoin de continuité de service et qui a par ailleurs un devoir d'exemplarité qui est un vrai rôle d'ambassadeur. Donc, quand les soignants sont convaincus et portent une thématique, ils savent passer le message. On a regardé ce qui avait été fait précédemment. Le NHS est le système qui avait le plus travaillé sur son bilan carbone et sur cette thématique, avait déjà publié plusieurs bilans carbone. Le dernier date de février 2021, montre que le système de santé représente 5% de l'empreinte carbone nationale. Le NHS a montré une diminution au niveau de l'énergie, des émissions et des gaz anesthésiques, ce qui est très intéressant. Les sociétés savantes d'anesthésie au niveau international se sont mobilisées depuis très longtemps. Ce sont les sociétés savantes qui travaillent le plus depuis le plus longtemps sur le sujet. Et dans son dernier bilan carbone début 2021, le NHS montre que ce qui reste très problématique, c'est la supply chain, 62% des émissions, à savoir les médicaments, matériel médical essentiellement. Et on verra qu'on trouve la même chose. Ils se sont organisés par ailleurs en programme national avec une stratégie de net zéro d'ici 2024. Donc, quand on a fait ce travail il y a 2 ans, ou un peu plus, 2 ans et demi, on l'a publié il y a 2 ans, ça n'avait pas encore été fait pour le système de santé français. Donc, on a considéré l'ensemble du périmètre de santé, à la fois ville, hôpital. On avait exclu à l'époque les administrations de la santé qui étaient déjà considérées dans un autre rapport du Shift, les administrations publiques. Et on a regardé ce qui existait comme données. Et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les calculs de bilan carbone, on regarde 3 niveaux de scope. Le scope 1, ce sont les émissions directes. Scope 2, globalement, c'est l'électricité. Scope 3, c'est tout le reste, et notamment en amont, c'est tous les fournisseurs en amont. Donc, le scope 3 est considérable. C'est en général 80% du sujet. Et les hôpitaux devaient fournir un bilan carbone depuis un certain temps, depuis 2012, la loi Grenelle. On s'est rendu compte que 20% l'avaient réalisé. Parmi ces 20%, 20% avaient produit un scope 3. Ce n'était pas obligatoire, mais effectivement, quand on voit le poids du scope 3, c'est tronqué si on ne regarde que le scope 1 et 2. Et pour les produits de santé, eh bien, on a regardé ce qui existait. Et alors, on s'est rendu compte qu'il y avait des publications dans la littérature, et notamment anglo-saxonne, mais pas de publications par les industriels eux-mêmes. Et finalement, on ne retrouvait pas l'ensemble des produits nous permettant d'extrapoler. Donc, on est reparti des données de consommation et des facteurs d'émission de l'ADEME qui étaient très similaires au NHS. Alors, on a donc calculé que l'empreinte carbone de notre système
c'était à peu près 8% de l'empreinte nationale et que le gros du sujet, comme le NHS le montrait, à plus de 50%, c'était les produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux. 16% pour les déplacements, 13% énergie, les IMO et puis l'alimentation. On a produit également une feuille de route avec des premières idées pour améliorer les choses. Et bien sûr, ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est repris par tous et on a une stratégie nationale depuis mai dernier. Donc, tout ça va et s'étaye et c'est très bien de la sorte. Donc, parmi les mesures transversales, un pilotage national. Donc, maintenant, c'est en place. On préconisait un décloisonnement santé-environnement également, puisque ça va de pair. Que ces enjeux de développement durable, de décarbonation soient inclus dans toute nouvelle législation et dans tous les contrats nationaux, régionaux, locaux, avec des incitations adaptées. Sensibiliser, former, c'est essentiel. Donc, les professionnels de santé et les usagers et les patients usagers. Rendre obligatoire le scope 3, c'est le cas. Développer la recherche, ça c'est très important parce qu'un certain nombre de décisions sont assez intuitives, mais pas toutes, et notamment celles qui concernent les produits de santé. Quand on arrive sur des débats réutilisables, non réutilisables, là, il faut vraiment rentrer dans le détail et le faire de façon avec une méthodologie très soignée. Rendre obligatoire, donc, alimenter les volets éco-responsables des projets d'établissement qui étaient déjà obligatoires, mais qui n'étaient pas toujours faits. Et puis, évidemment, investir sur la prévention, on finira par ça, partager les savoirs, les bonnes pratiques pour aller plus vite. Alors, très rapidement, parce que je voudrais parler plus des produits de santé, les déplacements, il n'y a rien dans toutes ces mesures qui soit particulièrement élaboré, c'est du bon sens, mais encore faut-il le faire. Remplacer nos flottes de véhicules quand c'est possible par des véhicules électriques, avec évidemment toujours cette question d'autonomie. Travailler au plan de mobilité douce dans les établissements. Encourager donc le covoiturage quand c'est possible, y compris pour les usagers. Certaines sociétés savantes essayent de pousser les expérimentations sur la dialyse, par exemple. La télémédecine privilégiée quand c'est possible dans le parcours clinique et tout ne peut pas se faire à distance, évidemment, mais privilégier des solutions qui permettent d'éviter des allers-retours quand on peut le faire, en sachant que le numérique, c'est un vrai sujet et que c'est loin d'être la panacée dans le monde qui se développe, où effectivement, on va avoir besoin de calculs très, très précis de ce que ça implique. Et puis éviter en général les déplacements inutiles. La consommation d'énergie, pas de scoop non plus, travailler à des usages plus adaptés. C'est facile à dire, mais les hôpitaux, il y a quelques années, ressemblaient assez souvent à des halls de gare, allumés jour et nuit, chauffés avec des portes grandes ouvertes et sur des périodes qui n'étaient pas toujours adaptées. Donc, le prix de l'énergie a accéléré les choses. Il y a tout l'aspect, bien sûr, de rénovation énergétique, centrale d'achat, il y a toutes les conceptions de nouveaux bâtiments. Et puis sur l'alimentation et les déchets, avec donc toujours une législation qui existe et qui permet d'appuyer les transformations. Sur l'alimentation, eh bien, de l'alimentation locale et de saison. Et sur les déchets, je vais y revenir. Limiter les déchets pour commencer et les trier, les réutiliser autant que possible. Alors, pourquoi ce poids particulier des produits de santé? On le comprend quand on regarde, ça c'est un schéma emprunté au LEM, le cycle des produits de santé. En 30 ans, nos produits de santé sont partis en termes de chaîne de production à l'autre bout de la planète. 70% des produits sont fabriqués en Chine, en Inde. Et là, il y a un point important d'extraction des matières premières, d'énergie de fabrication. Il y a également du poids d'emballage et de transport.
Deux images qui, moi, m'ont parlé, donc je les replace régulièrement. À gauche, c'est nos habitudes, nos usages, nos habitudes de consommation des produits de santé. C'est une patiente hollandaise qui avait demandé à garder ce qui avait été utilisé pour son cancer du sein. Elle en a fait un petit film. Et à droite, c'est un interne de Lille, Gabin Mobal, qui a suivi le parcours d'un kit intravitréen au travers de la planète, 220 000 kilomètres. Donc, effectivement, il y a deux grands sujets. Et quand on voit en termes de consommation nos hôpitaux, pareil, en 25-30 ans, avec l'usage unique, ce sont devenus quand même des grandes poubelles de plastique. Or, moins de 10% du plastique est recyclé. Donc, il y a deux sujets. C'est réduire la demande. Donc, ça, tout le monde peut agir dès maintenant, réduire le gaspillage d'une part. Travailler à l'éco-soin, c'est la pertinence des soins, ni plus ni moins. C'est à qualité égale, faire des soins, des justes soins qui soient moins impactants pour la planète. Et petit à petit, ça se sera rendu d'autant plus facile qu'on connaîtra mieux l'évaluation environnementale des produits. D'autre part, travailler sur la chaîne effectivement de production, relocaliser une partie de la production. Donc, des annonces ont été faites en juin dernier. Il faut que ça se mette en place. Aussi, travailler à l'éco-conception des soins, revoir des produits qui ont un impact environnemental plus positif. Travailler évidemment l'économie circulaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, ce sont encourager des achats responsables et durables. En amont de la chaîne, arriver à prendre en compte ces critères dans les marquages CE, dans les AMM. Et donc, c'est vraiment un dialogue avec l'industrie à moyen long terme. Alors là, on parle de distribution. Encore une fois, c'est un sujet qui n'était pas réellement un sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, ça le devient réellement. 22 000 officines en France, 2500 PUI, plus tous les approvisionnements de villes. Beaucoup de transports évitables. En moyenne, une officine est approvisionnée 3-4 fois par jour. Et puis, un packaging absolument non optimisé. Donc, ce sont des chantiers qui s'ouvrent et qui s'améliorent, mais il y a encore énormément de choses à faire. Ensuite, ça, c'est une illustration empruntée au NHS. Réduire, hein, puis je me passais de ce produit, et ben, c'est tout le gaspillage qui existe, autant en termes de médicaments vendus, non utilisés, qui finissent chez Cyclamed ou qui finissent dans les eaux usées. C'est la gestion des stocks, les stocks périmés, il y en a dans tous les hôpitaux. C'est la surconsommation de gants au-delà des recommandations de kits usage unique. On ouvre des kits au bloc ou on ouvre de l'usage unique au bloc qui finira à la poubelle. Et souvent, dans les kits, on prend une pièce et le reste passe à la poubelle. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles chacun peut agir et revoir des usages. Ensuite, puis-je utiliser du réutilisable? Et ben, dans la mesure du possible, quand ça existe, c'est préférable. Le Lancet Planetary Health de décembre montrait à partir des publications qui existent que le réutilisable est préférable à l'usage unique. Puis-je acheter du reconditionné? Aujourd'hui, il y a encore des barrières en termes de législation qui sont importantes, alors qui ont commencé à être dépassées pour les aides techniques réutilisables, qui sont en cours d'être discutées pour le reprocessing, c'est-à-dire la possibilité de réutiliser des DM, des DM qui n'ont été développés qu'en usage unique. Je pense par exemple aux cathéters de cardio. Et là, il y a tout un mouvement des médecins en ce sens, parce que le risque zéro, c'est bien. Mais quand il n'y a plus de dispositifs dans des cas de rupture, eh bien, le risque, il est entier pour le patient.
Encourager avec des achats durables, donc ce mouvement et la dernière loi industrie verte récente va vraiment continuer à aller dans le bon sens. Il y a déjà un certain nombre de textes qui existent. Et puis recycler, alors réduire avant tout, hein, réduire les déchets en général, donc ne pas utiliser en amont ce dont on n'a pas besoin. Réduire les dasseries en particulier en remettant dans les dasseries ce qui revient aux dasseries. Et pour tout le reste, papier, carton, métaux, biodéchets, et bien recycler et plastique, bien sûr, mais le plastique aujourd'hui, il y a une vraie difficulté d'insuffisance de filières de recyclage. Alors, un point fondamental, c'est l'évaluation des produits de santé. Comment peut-on s'assurer justement pour bien travailler la pertinence des soins? Comment peut-on s'assurer d'une évaluation consistante des produits de santé? Et là, il y a des travaux en cours suffisamment simples pour qu'elles soient comprises par tous et qu'elles soient partageables à tous. Et donc, en France notamment, un appel à projet récent de la DGE qui demande un guide donc, sur l'empreinte carbone des médicaments, de manière à ce qu'on ait une uniformité de l'évaluation environnementale des produits de santé. Alors d'abord le carbone, parce que ça permet en quelques années d'avoir une première base de données. Ça n'est pas le seul critère, bien évidemment. Il y a la toxicité, il y a la consommation d'eau, mais partir avec une première base qui pourra être poursuivie et améliorée par la suite. Quelques illustrations donc d'éco-soins et d'engagement des sociétés savantes. On a parlé de l'ASFAR, des anesthésistes qui sont dans le mouvement depuis longtemps parce qu'ils ont des émissions de gaz direct, donc scope 1, la plupart des médicaments et des produits de santé sont du scope 3, mais dans ce cas, on est sur du scope 1, et notamment, ils travaillent à limiter au maximum l'usage du desflurane dans la plupart des établissements, et pas que. Ils ont un site de ressources tout à fait remarquable. Une autre illustration, la Société savante de néphrologie a fait un travail tout à fait remarquable sur la dialyse verte avec un petit guide qui se trouve sur Internet, enfin sur leur Société savante, et qui est tout à fait excellent. La dialyse étant une activité très productrice, alors très consommatrice d'eau, très productrice de déchets, et évidemment en augmentation avec une population dialysée qui tend vers 5 millions de personnes au niveau international dans les années à venir. Les cardiologues, on en a pas parlé, donc qui se mobilisent sur la possibilité de réutiliser du matériel usage unique, reprocessing. Là, c'est une expérimentation, enfin, c'est des travaux que j'apprécie particulièrement de la Société d'immunologie, qui a repris le parcours d'immunologie. C'est une équipe notamment de Bordeaux, qui a repris le parcours d'immunologie. Et à chaque étape, se pose la question, est-ce qu'on peut faire aussi bien en consommant moins? Et ils ont réussi à faire évoluer donc, les recommandations au niveau national, et à chaque étape à faire mieux. Donc c'est vraiment un travail de pertinence des soins qui est tout à fait exemplaire. Noël va nous en parler tout à l'heure. Excellent travail du CHU de Bordeaux autour des unités durables, et puis beaucoup d'autres initiatives partout, parce qu'il y a 2-3 ans, c'était quand même un sujet assez restreint, on dira. Aujourd'hui, tout le monde s'en empare, et on est très heureux de voir ça. À la PHM, le bloc vert et beaucoup d'autres initiatives, ça devient un vrai sujet de projet stratégique pour l'ensemble de l'établissement. CHU de Rennes, par exemple, un travail d'éco-conception autour d'un équipement un peu sophistiqué avec l'industrie. Et puis, dans des établissements de moins grande taille, aussi des choses tout à fait remarquables. À Niort, en Sud-Aveyron, et pas que, hein, beaucoup d'établissements se sont lancés. En ville également, dans les cabinets éco-responsables,
avec l'excellent ouvrage de notre collègue docteur Alice Barras, où beaucoup de choses peuvent être faites, et notamment sur les modalités de prescription, encore une fois, et d'encouragement aux actions de prévention avant tout. Ce que l'on voit, c'est que ces démarches apportent de nombreux bénéfices, et ce sont des vrais sujets de gouvernance finalement, puisqu'au-delà de la démarche écologique, environnementale, il y a un vrai sujet de qualité, la pertinence des soins, le fait de repenser à ce que l'on fait. Finalement, on améliore la qualité. Il y a un vrai sujet social, puisque ça redonne du sens et de l'énergie aux équipes. Et quand on fait aussi bien en consommant moins, il y a également parfois des économies qui peuvent être réalisées. C'était le cas pour l'immunologie, qui ont réussi à économiser un demi-million sur un CHU par an. Donc, c'est pas rien, c'est pas toujours rien. Voilà. In fine, les travaux qu'on a menés avec le chiffre nous montrent que malgré toutes ces actions et ces démarches, notre modèle reste beaucoup trop consommateur, beaucoup trop hospitalo-centré aujourd'hui, et qu'on n'arrive pas de toute façon à l'équation pour rester dans les accords de Paris au niveau du système de santé. Ce qui nous fait dire que, évidemment, ce n'est pas un scoop non plus, mais il est urgent d'investir beaucoup plus massivement dans la prévention et de traiter la santé très en amont, parce que si on attend le plateau technique, d'une part, on ne saura pas faire en termes de capacité, mais par ailleurs, ce sera un plateau technique qui sera également responsable des missions néfastes. Donc, c'est un vrai changement de paradigme qui veut dire aussi un changement de financement de la santé qui est aujourd'hui quand même essentiellement financé à l'acte, autant dans les hôpitaux qu'en ville. Donc, c'est complexe, mais ça va devenir évidemment essentiel, et ça veut dire engager les usagers dans les actions de prévention, alors au travers des campagnes, mais surtout au niveau territorial, en engageant la démocratie en santé. Et puis, c'est engager les professionnels de ville qui ont un rôle crucial, et notamment l'exercice coordonné pour porter les projets de prévention. Voilà, on continue nos travaux avec le Shift Project. On travaille aujourd'hui plus particulièrement sur les produits de santé. Il y a eu un rapport autonomie récemment, et un travail sur la prévention est en route. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour ton nouveau record, je pense. Voilà. Pour nous avoir donné autant d'informations dans un temps si court, et des informations très précises et très opérationnelles. Alors, je vois qu'il n'y a pas, tu as été tellement clair, qu'il n'y a pas à ce stade de questions dans le chat. Il y en aura peut-être tout à l'heure. Du coup, je te pose une ou deux questions avant de passer la parole à Noël. Est-ce que tu nous as parlé de l'Angleterre, enfin, du Royaume-Uni avec le NHS? Est-ce que tu sais si au niveau international il y a cette même prise de conscience et des actions spécifiques sur le secteur de la santé dans d'autres pays? Oui, C'est quelque chose. depuis la COP26, en fait, le sujet prioritaire, c'était les systèmes de santé. Depuis la COP26, il y a donc tout un mouvement autour de l'OMS sur le sujet, et une vraie émulation pour améliorer les systèmes tous ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet où un certain nombre de pays, on dira, émergents, ont des pratiques beaucoup plus sobres et beaucoup plus efficientes, et qu'on pourra aussi s'inspirer pour nous-mêmes revenir à des pratiques plus sobres et efficientes. Donc, ce sont des sujets tout à fait intéressants. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question sur est-ce que la tutelle des hôpitaux, enfin, côté État, donc a bien conscience de ces enjeux, et est-ce qu'il y a une incitation, y compris financière, qu'on peut imaginer
basé sur un indicateur de sobriété carbone pour les hôpitaux? Alors, oui, hein, puisqu'en 2 ans, ça s'est quand même beaucoup structuré. Il y a un groupe, une stratégie donc nationale qui a été publiée en mai dernier. Il y a un groupe porté au niveau du ministère. L'ANAP travaille également à une équipe développement durable qui produit un certain nombre de ressources. Les ARS, un certain nombre d'ARS dans leur PRS ont fixé un cap sur la transformation écologique de la santé. Bon, ça reste quand même des sujets d'appropriation, on dira, assez récents, hein, au cours des 2, 3 dernières années. Certains y travaillent depuis de nombreuses années, mais c'était pas la majorité. Donc l'appropriation augmente à tous les niveaux et les sujets avancent réellement. Et des incitations, il y en a à différents niveaux. Et après, au niveau régional, effectivement, ça dépend un petit peu de la maturité des ARS. Mais Noël, tu peux compléter hein, si euh, voilà, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Très bien. Merci Marie. Donc, je propose de passer tout de suite la parole à Noël, qui pourra effectivement compléter, mais en même temps, donc, nous faire part de son expérience personnelle, puisque Noël Bernard, hein, médecin au CHU de Bordeaux, s'implique depuis de très nombreuses années hein, au sein du CHU de Bordeaux, et puis maintenant, elle le fait au niveau national, voire international. Donc, merci d'avance, Noël, pour ton témoignage, et puis ensuite, vous pourrez également poser vos questions à Noël ainsi qu'à Marie. Merci Marie pour ton exposé et merci de m'avoir invitée. Alors, bon, après tout ce que tu as dit, là, moi, je me sens toute petite, là. Tu as parlé de beaucoup d'interventions et de démarches très importantes. Alors, moi, je vais, voilà, modestement partager mon expérience et mon témoignage de médecin, puisque je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Pour info, arrivé dans les années 90, donc au moment de l'épidémie du VIH. Et donc, j'y ai appris beaucoup de choses, puisqu'il a fallu apprendre à travailler un peu autrement. D'abord avec un peu plus de modestie et puis en pluridisciplinarité. Donc je pense que ça aura beaucoup marqué ma démarche. Et donc, j'ai mis bien sûr à profit, que je mets à profit aujourd'hui face à cet autre événement en santé qui est le changement climatique, comme l'a très très bien dit Marie. Alors, moi, je vais vous parler du dispositif des unités durables, qui est quelque chose que nous avons mis en place à Bordeaux, et vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait. Et l'idée, bien sûr, hein, c'est d'inspirer d'autres acteurs. J'ai envie de dire, ce dispositif, il pourrait tout à fait être exporté alors dans d'autres établissements. On le fait, bien sûr, je vous le dirai, mais pourquoi pas dans une autre administration ou dans un autre lieu d'activité. Juste, parce que c'est important, comment ça s'est passé, juste, je vous fais euh, une petite BD, mais vous montrer que au CHU de Bordeaux, on est dans le développement durable depuis longtemps. Hein. Ça a commencé en 2008 et on avait créé un groupe développement durable avec une seule personne qui était un ingénieur développement durable et qui essayait de faire avancer les choses auprès de la direction. Et puis, en 2012, on a créé un réseau des ambassadeurs. Alors, c'est rigolo parce que j'ai vu il y a quelques jours les hôpitaux de Genève. C'est eux qui avaient inspiré cette idée au CHU de Bordeaux. Et en tout cas, moi, je suis rentrée par cette porte-là. Je suis devenue ambassadrice qui était proposée à des professionnels qui avaient envie de faire des actions au sein de l'hôpital. Mais pour moi, un point extrêmement important, c'est ce passage-là, puisque en 2016, le président de la commission médicale d'établissement a fait nommer, grâce à la secrétaire générale, et ça, je vous le raconte parce que c'est important que la direction soit engagée, a dit ben, ça serait pas mal de mettre auprès de l'ingénieur, on va mettre un médecin et on va mettre une cadre de santé. Et moi, ben, du coup, là, je suis arrivée là. Et ça a été ici une place extrêmement importante, et c'est ça que je veux vous dire, un poste d'observation. C'est-à-dire que j'étais à la fois, moi je faisais toujours partie des 14 000 salariés de l'établissement, hein, donc
en action au quotidien dans une équipe de soins en médecine interne et maladies infectieuses, soins palliatifs, gériatrie. Voilà, donc vraiment les pieds ancrés dans la clinique et dans des actions de médecins en équipe, et ça c'est vraiment important. Mais c'est vrai que de cette place, j'ai observé ce qui se passait à la direction et je savais aussi ce qui se passait parmi les salariés. Et là, j'ai vu que la direction faisait des choses qui n'étaient pas visibles des salariés parce que c'est compliqué de communiquer dans un gros établissement et c'est pas forcément la mauvaise volonté, mais c'est que c'est une petite ville et c'est pas simple. Et puis que des salariés faisaient des choses qui n'étaient pas du tout visibles de la direction. Et finalement, mon leitmotiv, ça a été comment faire pour qu'on mette autour de la table, qu'on travaille ensemble et qu'on décloisonne un petit peu. Et peut-être ce qui a fait déclic dans ma tête, c'est qu'un jour, un infirmier est venu dans ce groupe de développement durable. Il a dit, moi je suis en réa et j'ai envie de vous proposer un projet pour que ma réa devienne durable. Et parmi mes idées, je propose qu'on fasse la toilette au lit du patient avec une bassine de 5 litres et non pas une bassine de 10 litres. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça a été essentiel. J'ai mis du temps parce que j'ai pas pu tout de suite rebondir sur cette idée, mais elle était essentielle. C'est-à-dire que ce sont les acteurs sur le terrain qui peuvent changer leurs gestes du quotidien. Et vous avez bien compris avec ce que nous a présenté Marie, c'est qu'il faut changer beaucoup, 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 beaucoup de choses et que tout le monde est concerné, et y compris l'infirmière, le médecin, l'aide-soignante, la technicienne de labo, et comment on va faire en sorte que chacun puisse modifier ses gestes du quotidien. Et c'est de là qu'est née l'idée des unités durables. Donc, juste rapidement, hein, et je vous ai dit que j'étais sur la pathologie VIH, et du coup, j'avais beaucoup de contacts avec beaucoup d'équipes en pneumo, en réa, au laboratoire, etc. Et j'avais tricoté pendant 30 ans, finalement, des relations avec mes collègues de ces différents services. Et là, ça m'a vraiment servi pour aller taper aux portes en disant, bon, voilà, est-ce que vous avez envie de vous engager avec moi? Il faut qu'on fasse quelque chose, mais voilà, on va le faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a mis en place donc un groupe de travail pour écrire le cahier des charges de l'unité durable parfaite, modèle, qui est devenu le guide. Voilà, donc on a fait ça comme ça. On avait vraiment l'idée de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'établissement et d'écrire ensemble ce guide. Et on l'a fait, bien sûr, avec des équipes déjà engagées que j'avais été repérées, vous voyez, dans les services de médecine, de chirurgie. Et très important, euh, voilà, aller chercher dans vos institutions, dans vos organisations, des professionnels qui vont être importants. Pour nous, bien évidemment, le responsable de l'hygiène, on ne peut pas faire sans lui. Et elle a même été extrêmement motrice. La santé publique, Marie vous a parlé de pertinence. Eh bien, nous, le projet de pertinence des soins, il est porté par nos collègues de santé publique et on est bien sûr allé les chercher. Et puis, on a fait avec ceux qui étaient déjà en piste. Il y avait déjà un groupe déchets, il y avait déjà un groupe mobilité. Donc, aller chercher les professionnels qui sont déjà dans la maison et qui font déjà des choses. Donc, ne repartez pas à zéro, bien évidemment. Et puis, point extrêmement important, je l'ai copiloté avec le secrétaire général. Donc, dans notre institution, c'est le N-2, donc qui avait envie de porter ce projet. Donc là, bien sûr, ça a été très, très important. Je n'aurais pas pu le faire, bien sûr, sans lui. Donc voilà, donc pourquoi ces unités durables, repenser tous les gestes du quotidien, c'est l'histoire de la bassine. On doit le faire avec les salariés de terrain et puis décloisonner, mutualiser. Et ça, Marie l'a un petit peu dit, mais c'est pour moi peut-être le virage essentiel. Tu as parlé, Marie, de la COP26. Pour moi, il y a un avant et un après. Alors juste, tu as parlé des Anglais, mais nous, je dirais que tout a été déclenché par une collègue anglaise, Sonia Rochnik, pour la nommer, et qui a tapé à la porte d'un d'entre nous, a dit, mais vous faites quoi là en France pour la COP26? Et c'est là que ça a tout déclenché. C'est comme ça que Marie et moi, on s'est rencontrés et on a créé un collectif national avec des personnes qu'on savait impliquer. On a comme ça fait du réseau de proche en proche. Donc ça, cette notion de travailler ensemble, de mutualiser, de décloisonner alors dans les services, mais aussi entre établissements et entre catégories professionnelles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors rapidement, je ne m'étendrai pas sur l'outil lui-même, mais
On a créé un guide avec des boîtes à outils, l'idée étant de faciliter la tâche des professionnels et surtout ne pas réinventer ce qui a été fait dans l'unité voisine. Donc, aller vite, gagner du temps. Et puis, en explorant ces 7 thématiques qui pour nous sont importantes, c'est comment je m'organise, comment, à nous, c'est notre cœur de métier, comment je fais des éco-soins. Et Marie l'a très bien dit, il faut qu'on arrive à changer tous nos, tous nos gestes, alors à l'hôpital, de l'entrée du patient à la sortie du patient, toute notre conception et notre utilisation des médicaments, donc de la conception, de l'achat, de l'utilisation, de l'élimination. À tous les coups, il faut penser macro, hein, et circulaire. Voilà, santé-environnement, justement sur l'économie circulaire, c'est très intéressant parce qu'on était parti sur la gestion des déchets et on s'est dit, mais il faut aussi qu'on travaille sur l'usage. Donc, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on va remplacer de l'usage unique à l'usage multiple. Alors, Marie a beaucoup parlé de dispositifs médicaux, mais je vous donnerai un objet tout à fait trivial, c'est la serviette de table, qui avec le temps, avant c'était tissu, c'est devenu serviette en papier, et là on est en train de revenir à la serviette en tissu, les calots au bloc, etc. Donc vous voyez, il y a un nombre infini d'actes et de gestion de notre quotidien à modifier. Consommation d'eau, d'énergie, sobriété numérique, notre collègue de la DSI a fait un magnifique travail, et puis mobilité, promotion de la santé. Mobilité était déjà bien sûr en piste, a été évoquée la question des lois, mais bien évidemment, quand on est une grosse structure comme un établissement comme le CHU de Bordeaux, on avait déjà bien sûr un plan de mobilité, de déplacement comme il se doit. Voilà, promotion de la santé, bien-être. Et là, on inclut, ça c'est intéressant, la promotion de la santé, le bien-être des patients et des professionnels. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup. Si on veut bien s'occuper des patients, il faut avoir des salariés dont on s'occupe aussi. Ça, c'est vraiment important. Alors ça, c'était le guide, les boîtes à outils et la labellisation. Je dois en dire un mot. La labellisation, c'était vraiment une idée de départ avec Monsieur Yvain. C'était labelliser les unités engagées, reconnaître le travail effectué. On a besoin de ça aujourd'hui à l'hôpital. Alors moi, je vais vous dire, hein, ça fait 30 ans que je travaille dans un hôpital et si je devais en donner une conclusion sur le travail en équipe, chacun d'entre nous a besoin d'être reconnu. Ça peut être une reconnaissance financière en gagnant plein de dollars, mais ça peut être aussi une reconnaissance sur votre travail est bien fait. Merci pour le travail que vous avez effectué. On a besoin de cette reconnaissance et peut-être particulièrement à l'hôpital. Donc, la labellisation, elle permet de reconnaître le travail fait par les équipes qui s'engagent. Après-demain, on a le premier congrès sur la transformation écologique au CHU de Bordeaux et on va remettre la labellisation à une dizaine d'unités qui sont labellisées. C'est très intéressant aussi parce que ça permet, on fait une visite, on va dire, on va voir, on a une unité qui veut être labellisée, hein, qui se sent prête, elle va préparer sa labellisation, on va la rencontrer. On est 2 ou 3. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va voir ce qui se fait dans cette unité et on va pouvoir partager. J'ai l'impression qu'on butine un peu d'une unité à l'autre. Donc, on est encore dans ce travail de transmission, de mutualisation entre nous. Et donc, c'est tout à fait intéressant. On note, voilà, on fait ça assez simplement. C'est pas une certification HAS, mais on essaie bien sûr de le faire très respectueusement avec bien sûr beaucoup de bienveillance. Et puis, accroché à ces premiers outils, j'ai envie de dire, on a adossé une formation pour former des référents, les futurs référents des unités durables. Donc là, leur donner un peu les bagages pour finalement pouvoir monter des projets, mener des actions, repérer les actions les plus intéressantes, alors soit qui sont faciles à mener, soit qui sont les plus impactantes. Hein, et Marie l'a dit tout à l'heure, il y a quelquefois des fausses bonnes idées, donc il faut faire attention à engager les équipes sur des actions pertinentes. Et puis, on a créé un kit méthodologique en répondant à un appel à projet qui nous a permis d'avoir un financement et de se faire aider par des designers. Et puis, on a commencé à créer des outils d'évaluation parce que c'est essentiel et c'est notre culture aussi. Quand on lance des actions, bien évidemment, il faut les évaluer.
Marie l'a très bien dit, hein, quel est l'impact économique de cette action. Et on peut avoir effectivement des économies tout à fait remarquables quand on limite tu as donné un exemple, mais on a aussi en anatomopathologie un de nos collègues qui a montré qu'on pouvait faire moins de coloration d'une lame d'anatomopathologie. On économise juste 22 500 € par an dans un laboratoire, dans un CHU. Donc, vous imaginez si on multiplie la donne comme ça, ou quand on utilise moins de gants à usage unique, forcément, on va générer des économies. On va aussi générer de la qualité des soins, et ça, pour nous, c'est important. Et puis, bien évidemment, on était parti pour avoir un impact environnemental. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant d'avoir cet ensemble d'outils qui nous permet de porter ce projet et de le diffuser. Ça, c'est vraiment, on en est à cette phase-là. Le guide a été, le dispositif, on va dire, a été à peu près finalisé au mois de mai 2022. Là, actuellement, on est en phase d'accélération, c'est-à-dire l'idée, c'est on est parti avec, vous voyez, ces 8 unités, et là, on est en train d'engager d'autres unités, on a fait des premières formations, on est en train de labelliser d'autres unités. Donc, vous voyez, 10 unités labellisées, ça fait quand même pas mal de professionnels concernés. Alors, bien évidemment, il y a ceux qui sont tout près des référents unités durables, qui sont extrêmement motivés. Après, c'est comment on va engager l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des médecins. Ça, c'est vraiment important. Je m'arrête juste sur un point. Pour qu'une unité ait envie d'engager, on demande toujours à ce que l'encadrement, alors on va dire dans une unité classique, c'est le médecin et le cadre de santé, eh bien on demande à ce que les encadrants soient motivés pour engager l'unité, et ensuite on va s'appuyer sur des référents de l'unité, référents unité du une aide-soignante, un infirmier ou une secrétaire ou une technicienne de laboratoire. Mais ça nous semble vraiment important que les encadrants aient envie d'accompagner et de porter pour surtout pas laisser des références euh, mouliner tout seul, sans appui. Ça, c'est au contraire extrêmement démotivant. Donc, on est en train de déployer dans le CHU. Bien évidemment, on voudrait aller assez vite maintenant. On va avoir une unité labellisée par pôle d'ici à 2023. Donc ça, c'est important, hein, pôle de médecine, pôle de chirurgie, voilà. Et puis, on est en train de déployer hors le CHU. On a testé sur le CH de Niort, avec lequel on a des relations très proches, et Marie en a parlé. Et là, on va engager une vingtaine d'établissements en région. On a obtenu un budget pour un chargé de mission donc auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, hein, donc qui va nous permettre d'aller chercher des établissements, d'aller former d'autres référents, d'autres unités dans d'autres établissements. Et pour, on va dire, un petit peu amplifier la démarche, on va former des formateurs pour pouvoir déployer dans la région, mais au-delà, je vous donne juste un exemple. Strasbourg a envie de s'engager. Bien évidemment, ça va être compliqué pour nous d'aller former tous les acteurs à Strasbourg. Donc, ça serait voilà, l'idée étant de former quelqu'un d'Alsace qui permettrait, de Grand Est, qui pourrait diffuser la pratique là-bas. Diffusion du guide et de la grille de labellisation, on en est à 310 envois, mais il y en a bien plus qui l'ont reçu. Ce dispositif est assez original parce qu'il est très pratico-pratique. Et là, j'étais donc à Namur il y a 2 jours, et en fait, la collègue de Liège dit que c'est la grille de labellisation qu'on a établie, et pour elle, c'est son label. Elle évalue, elle aussi, les actions dans les unités grâce à cette grille de labellisation qui est très pratique et intéressante. Alors, le dispositif des unités durables, ben, comment transformer l'essai, c'est assez d'actualité, on va dire. Et là, aujourd'hui, on est en phase de développement. Et là aussi, une notion importante, c'est s'associer à d'autres pour amplifier les démarches. Et donc, on est en train de créer en région un outil qui s'appelle CAP, une boîte à outils qui s'appelle CAP Hôpital Durable, qui associe finalement 3 outils, 3 dispositifs très complémentaires. Le premier, c'est le Plan Elsphère, qui est un outil de pédagogique
dédié à l'hôpital. C'est une espèce de fresque du climat, mais qui est spécialement conçue pour l'hôpital. Après, il y a l'agenda 2030 dont a parlé Marie, donc du CH de Niort, et puis nos unités durables. Et l'idée étant bien sûr d'associer nos actions, d'envoyer pour passer d'un hôpital en difficulté et impactant à gauche à un hôpital plus serein et moins impactant, avec par le biais d'abord d'une sensibilisation. Ça c'est essentiel parce que nos professionnels de santé ne sont pas bons sur la question de la transformation écologique, pas encore, et c'est normal, puisque j'ai envie de dire la majorité des professionnels qui sont en poste dans nos établissements n'ont jamais été formés à la transformation écologique. Donc, quand on les interroge, ce qu'on a fait en Nouvelle-Aquitaine, ben, ils ne sont pas très bons, ils ne sont pas très compétents. Donc, il faut les sensibiliser, il faut les former. Et il va falloir aussi qu'on sensibilise et qu'on forme les professionnels, les futurs professionnels de nos établissements. Et puis après, soit c'est par l'agenda 2030 ou soit par les unités durables. Alors, finalement, pour revenir un petit peu à mon expérience, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui fait que, voilà, pourquoi j'en suis là. Je dirais pour moi, il y a deux points importants. Comme un certain nombre d'entre vous, et je partage là le propos de Nicolas Hulot, j'aime beaucoup cette phrase, on a une révolution à opérer, et ça, je pense qu'il est difficile d'aller contre cette phrase aujourd'hui. Je me bats pour qu'on la fasse à l'amiable, c'est-à-dire qu'on l'anticipe et qu'on la planifie. Si elle ne se fait pas à l'amiable, elle se fera dans le chaos. Et là, on échangeait un petit peu en amont avec Marie. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui être inquiet quand même de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ici et là-bas, parce que on a un chantier absolument énorme. Tout le monde n'est pas encore convaincu. Et donc là, c'est effectivement, comment on fait pour y aller le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, à titre personnel, moi, j'avais besoin de faire coïncider mes valeurs personnelles et mon travail au quotidien. Et bon, je suis Colibri, hein, j'ai fait partie je fais partie de l'association Colibri qui m'a beaucoup aidé dans cette démarche. Comment finalement, à mon niveau, je peux apporter ma contribution. Et finalement, bah, je me sens un peu colibri au travail, hein, colibri dans mon établissement. Et c'est ça que j'ai envie de dire, acharnée à faire, ce qui me permet aussi d'être en accord. Et ça, c'est quand même important aujourd'hui. Tu l'as un peu évoqué, la notion de sens, mais beaucoup de professionnels à l'hôpital ont perdu le sens de ce qu'ils font. Et je crois que la transformation écologique dans notre travail permet de redonner du sens. Je vous donne juste l'exemple de la toilette éco-conçue. La toilette éco-conçue, c'est une aide-soignante qui propose de faire une toilette en, en, finalement en allant recueillir les besoins du patient et elle rentre dans la chambre d'abord, elle voit ce dont le patient a besoin, donc elle ne rentrera qu'avec le juste nécessaire, mais cette démarche aussi permet d'aller repérer le besoin du patient. Est-ce qu'il est prêt pour faire sa toilette maintenant? C'est aussi l'occasion de dire, est-ce que votre femme pourra vous amener votre mousse à raser? C'est aussi la qualité que d'avoir plutôt sa mousse à raser, éventuellement même des serviettes de la maison, etc. Donc, vous voyez, on arrive à refaire coïncider le sens, la qualité du soin. Et pour cette aide-soignante, ben, ça redonne du sens. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant que de mettre une croix dans un tableau en disant j'ai fait 12 toilettes ce matin. Voilà. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de très fort qui est probablement un axe pour engager les professionnels. Alors, je terminerai, je crois, un petit peu par ça. Pour moi, les 5 outils, ce qui m'a servi pour faire ce que je fais aujourd'hui, d'abord, c'est la capacité à me poser des questions. Et ça, je crois que le VIH aura été un fort contributeur parce qu'il a fallu se poser plein de questions, parce qu'il fallait résoudre des questions nouvelles, j'ai envie de dire, chaque jour. Comment on fait rentrer à la maison un patient de 20 ans qui n'a pas forcément une infirmière à son domicile. Donc ça, c'est le premier, vraiment le premier outil. Le deuxième, qui est complètement lié, c'est la pluridisciplinarité. Comment on arrive à travailler ensemble autour du patient en en travaillant avec l'infirmière, le médecin, l'infirmière de ville, etc.
et là aussi, je l'ai appris du VIH. Bien évidemment, qui en découle, c'est l'intelligence collective. Moi, médecin, j'ai plein de compétences, mais j'ai besoin des compétences de l'autre. Et puis, j'aime beaucoup le dessin d'Étienne Appert dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Je crois que la transformation écologique va nous obliger à penser une autre gouvernance, c'est-à-dire que la hiérarchie, les ordres qui montent d'un seul et qui descendent vers la masse, ça ne suffit pas, ça ne peut pas marcher pour acter la transformation écologique. Et puis le dernier point, c'est la créativité qui, je pense, est un magnifique moteur pour... Alors voilà, tout le monde n'est pas sensible à ça, mais beaucoup de professionnels, en tout cas, sont sensibles à cette autre façon de faire. Et en tout cas, vous voyez, c'est un exemple de création d'un plateau pour le patient grâce à la créativité des professionnels. Voilà, je m'arrête là et on va pouvoir peut-être passer aux questions, si vous le Merci, souhaitez. merci beaucoup Noël pour ton témoignage très précis et à la fois également très personnel, hein, qui montre tu étais une parmi 14 000, tu l'as dit, mais tu t'es engagé, hein, par conviction personnelle et progressivement, bah, tu as eu un impact extrêmement important au sein du CHU de Bordeaux et maintenant voilà, au niveau national, voire international, hein, comme tu l'as dit. Donc ça prouve bien, hein, tous les participants à ce webinaire et tous ceux qui regarderont le replay que voilà, un collaborateur peut s'engager et contribuer de manière significative à la transformation de son entreprise et de son organisation. Euh, alors, je crois que Marie aura des questions. Moi, peut-être je commence par une question parce qu'il n'y en a pas dans le chat, vu que ton intervention a été, comme celle de Marie, extrêmement claire. Est-ce que tu peux nous parler un peu des freins, puisque notamment dans comment tu as pu convaincre, parce que tu as indiqué qu'il y avait un soutien du secrétaire général, hein, le numéro 2 ou le numéro 3 du CHU, voilà. Comment convaincre la hiérarchie, comment embarquer des collègues, c'est quand même une action qui doit être rapidement collective, hein, même si tu l'as initiée. Est-ce que tu t'es parfois voilà, heurté à des difficultés vis-à-vis de la hiérarchie ou de collègues pour comment embarquer les autres? Alors, oui, bien sûr, hein, c'est pas... Bon, je vous raconte ça comme ça de façon condensée, mais ça a pris bien sûr un peu de temps. Je ne vous cache pas que j'étais allée voir la hiérarchie en me disant, voilà, moi je suis médecin dans une unité, j'ai besoin de temps pour faire avancer ça. Je vous demande de, de m'offrir du temps pour ne faire que ça. Bon, ça ne s'est pas fait, hein, donc, mais je me suis débrouillée autrement. Donc peut-être quand ça va pas tout à fait comme on veut, hein, si on peut pas passer par la porte, on peut peut-être essayer de passer par la fenêtre. Je me suis débrouillée pour trouver du temps un peu autrement. C'est vrai que quand on est dans un établissement, moi je ne suis qu'une salariée parmi d'autres, je pense que c'est vraiment important d'avoir l'appui de la direction, de la hiérarchie. Alors après, bien évidemment, j'entends souvent des médecins ou des professionnels d'autres établissements qui me disent, ben voilà, moi, mon directeur, euh, ça l'intéresse pas. Donc là, je pense que peut-être une façon de faire, c'est d'aller chercher d'autres professionnels motivés dans l'entreprise pour ben, un peu, je dirais, à plusieurs faire appui, faire corps. Alors, je dirais que par rapport à il y a 2, 3 ans, hein, quand on s'est lancé 3 ans maintenant, voire 4, les choses ont changé. C'est-à-dire que Marie l'a très très bien dit. euh, Depuis la COP26, quand même, les choses ont bougé. Bon, il y a tous les événements climatiques qui font que c'est quand même plus difficile de faire comme si ça n'existait pas. Il y a il commence à y avoir la réglementation. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais on peut dire qu'il y a des nouveaux textes qui sont en route ou voilà, nous maintenant on a une planification écologique du système de santé qui est toute récente, qui date de mai 23. Donc, j'ai envie de dire les choses vont dans le bon sens. Hein. Donc, voilà, si ça marche pas d'une façon, essayez autrement, essayez de trouver appui auprès d'autres professionnels. Si la direction est vraiment pas motivée du tout, ben, il faut essayer de faire levier.
Voilà. Et puis, aller chercher, s'appuyer sur les textes de loi. Alors, il y a quelque chose aussi qui marche bien, c'est le benchmark. C'est-à-dire, si vous trouvez une entreprise ou finalement un établissement qui est un peu de votre taille, etc., et qui avance, je suis sûre que le modèle de Bordeaux, parce que bon, c'est vrai qu'on a notre gouvernance est quand même très, très intéressante avec cette double polarité, quoi, le projet d'établissement et puis les unités durables, eh bien, je suis sûre qu'il y en a qui s'appuient sur notre expérience à nous pour dire, ben voilà, on pourrait peut-être faire comme Bordeaux ou comme Lyon, parce qu'il y a d'autres expériences un peu partout. Là, j'entendais les hôpitaux de Genève qui ont encore une autre façon de faire. Donc, aller chercher des expériences et s'appuyer dessus en disant, vous voyez, ça marche, ça marche. Et il faut évaluer. Il faut évaluer pour montrer que c'est intéressant sur le plan humain, c'est intéressant sur le plan de l'attractivité, c'est intéressant sur le plan euh, financier, éventuellement. Donc, trouver les bons leviers. Très bien, Il merci. il y a une question pour toi dans le chat. Comment animez-vous le réseau d'ambassadeurs? Demandez-vous une formation initiale et je répondrai à Oui. la question. Alors, donc là, on va dire qu'on a abandonné le réseau des ambassadeurs qui étaient des personnes un peu éparses dans l'institution et c'était pas optimal pour maintenant aller vers des unités repérées, des unités qui s'engagent à devenir durables, qu'on va former. On va former les référents de ces unités et on va les accompagner. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, déployer. Donc, on fait des formations, on rassemble donc des unités, les référents, les futurs référents de ces unités. On demande aux unités de repérer 2 ou 3 référents. On va les former et on va essayer de les accompagner dans le temps et puis de faire qu'ils échangent aussi leurs compétences. Et à terme, donc je ne l'ai pas développé là, mais dans le guide, il y a des expériences partagées avec des démarches. Voilà, moi j'ai fait ceci comme ça, voilà, je mets les outils que j'ai utilisés pour faire ça. Donc, on a des partages d'expériences et il faut qu'on arrive à créer une espèce de, de boîte à expérience qu'on peut diffuser au sein de l'établissement, en sachant que parallèlement, au niveau national, tu as cité la DGOS, tu as cité la NAP, et là, il commence à y avoir un recueil d'expériences à l'échelon national de toutes ces bonnes pratiques et qui se font ici et là. Et donc, là aussi, on va pouvoir amplifier aussi en s'appuyant aussi sur l'échelon national. Je réponds peut-être à l'autre question. Oui, peut-être juste avant Marie, je signale juste aux participants, voilà, n'hésitez pas à renseigner le sondage que Florian vient de mettre en ligne, ça nous aidera voilà, à progresser dans l'évaluation. Noël en a longuement parlé, c'est important l'évaluation, voilà, l'évaluation de l'impact des webinaires d'Alumni for the Planet avec ses partenaires. Et je te laisse Marie répondre à la question de Cyril. Qui n'est pas simple. On comprend que réduire de 80% sera compliqué, mais tous les secteurs n'auront pas exactement le même taux de réduction. Du fait de l'importance existentielle de la santé, ne faudrait-il pas privilégier le maintien de la qualité des résultats, quitte à ne faire que moins 60%? Et le carbone est-il la limite planétaire où la santé est la plus impactante? Alors, bon, d'une part, il y a des spécialistes du modeling au sein du Shift qui calculent tout ça beaucoup mieux que moi. Mais globalement, oui, certainement, il y a des secteurs qui pourront faire un effort plus important. Néanmoins, ce qui n'a pas été pris en compte dans les calculs de mémoire, c'est l'augmentation de la population vieillissante et des besoins sur le secteur de santé. Donc, cette réduction sur le secteur d'aujourd'hui, elle est quand même nécessaire parce que demain, la demande, de toute façon, va aller croissante. Ça, c'est un point. Par ailleurs, tout ce que l'on a dit avec Noël, et on est totalement aligné là-dessus, c'est à qualité égale. À ce stade, il n'est pas question de diminuer la qualité. C'est simplement de repenser une médecine moins consommatrice, plus préventive et plus sobre quand cela est possible. Mais à qualité égale, on est bien d'accord. Alors,
le carbone est-il la limite planétaire où la santé est la plus impactante? Donc, le carbone, effectivement, les émissions de carbone du système de santé sont démontrées et non négligeables. Après, les autres aspects importants en termes environnementaux autour du système de santé, c'est la toxicité, la pollution et l'utilisation de l'eau. Donc, il y a d'autres, évidemment, aspects à prendre en compte. C'est pour ça, quand je parlais des produits de santé, commencer par l'évaluation carbone, ça permet d'avoir quelque chose, mais ce sera complété par au moins l'aspect toxicité. L'eau, en fait, on retrouve dans le calcul carbone, on retrouve la prise en compte de la consommation d'eau. Mais par contre, la toxicité, ça va être extrêmement important. Tu peux compléter un Noël si Oui, j'avais envie éventuellement de vous partager juste une dia pour dire que là, vous soulevez une question qui est vraiment, vraiment importante, c'est comment finalement est-ce qu'il y a antinomie entre qualité et sobriété. Et moi, je vous montrerai juste cette dia. Donc, juste pour vous montrer que tu l'as bien dit, en plein d'endroits où on gaspille. Bon, vous avez tous été, vous êtes probablement sortis les uns ou les autres d'une hospitalisation. On vous a prescrit des pansements, il y en avait 10 fois trop. Vous avez ouvert des boîtes, vous avez jeté le fond de la boîte, vous l'avez mis dans votre pharmacie. Donc, la prescription des pansements en sortie d'hospitalisation, c'est une vraie gabegie. Les gants à usage unique, hein, on surconsomme. Donc là, il faut juste revenir aux recommandations de bonne pratique. Elles existent et arrêter de surconsommer. Mais comme dans bien d'autres gestes de notre quotidien. Le niveau 1, regardez, la toilette éco-conçue, je vous en ai parlé, c'est plutôt que de prendre une paire de draps, si on ne change pas les draps, on ne va pas rentrer la paire de draps dans la chambre qui ne pourra pas sortir puisque Covid oblige. Et puis, vous voyez, cette perfusion, dans un service, l'habitude, c'est de mettre 1 litre de perfusion. Or, à la fin de la journée, on n'a consommé que 450 cc. Donc, la nouvelle habitude, c'est de mettre 500 cc. Vous voyez? Donc là, il n'y a même pas besoin de faire d'études. C'est juste qu'on va faire mieux. On va regarder, on va revenir aux recommandations pour le niveau 0. On va regarder ce qu'on fait pour le niveau 1 et on va juste s'adapter pour rester dans la juste prescription. Après, on va faire des études. Hein, on va comparer tel parcours de soins, tu l'as dit, l'usage unique versus l'usage multiple, etc. Mais vous voyez, dans la majorité vraiment dans une grosse partie de nos soins, c'est juste revenir, revenir à des démarches. Donc voilà, respect de recours, penser ce qu'on fait et arrêter de faire en systématique, voilà, évaluer, faire la recherche et modifier éventuellement la législation. Donc, je voulais juste vous partager ça pour dire que aujourd'hui, on peut probablement gagner énormément en faisant juste mieux, moins, mieux. Voilà. Après, bien évidemment, on devra rentrer dans le dur, faire de la recherche. Ça, c'est un sujet qui va occuper beaucoup d'esprit. Là, on est en train de monter des groupes de travail, de recherche dans les gros établissements pour comparer telle façon de faire par rapport à telle autre. Bien, merci beaucoup Marie et Noël pour ces réponses. Donc merci à Cyril qui a été très patient avant d'attendre, avant d'avoir la réponse à sa question. Merci aussi Cyril pour avoir posé cette question importante. J'ai peut-être envie, Noël, de te demander, tu as décrit toute l'action que tu mènes depuis des années, les difficultés que tu as surmontées. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire une ou deux, un ou deux moments où tu as ressenti vraiment où ça a été très gratifiant pour toi, parce que voilà, c'est très compliqué, hein. Tu as parlé de ta motivation personnelle, hein, on veut éviter le chaos, mais cet engagement qui est le tien apporte aussi beaucoup. Voilà, est-ce que en regardant ces quelques années, est-ce que tu veux partager, parce que c'est aussi très inspirant pour les participants ce soir de se dire que voilà, s'engager pour la transformation de son entreprise, de cette organisation, c'est un long chemin, c'est très compliqué, il y aura beaucoup de difficultés à surmonter, mais c'est aussi très gratifiant. Oui, alors j'ai envie de dire euh,
L'aventure à titre personnel, elle est vraiment intéressante et j'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé au moment de la COP26 où on a créé ce collectif national qui s'appelle CAUSE, CAUSE. Et, euh, et là, c'est extrêmement, j'ai envie de dire, intéressant et parce que je rencontre des personnes qui, comme moi, partagent ces valeurs. Et ça, je crois qu'on est dans une période où on a besoin de savoir que d'autres partagent ces mêmes convictions. Donc ça, c'est vraiment important. Et qu'on arrive à travailler ensemble et on fait, voilà, euh, on mène un certain nombre d'actions avec Marie, avec d'autres acteurs, Patrick Pessot qui est à Strasbourg, qui est aussi dans la... qui agit aussi au niveau de la feuille de route. Donc, on a chacun, on voit qu'on est complémentaires, et qu'on arrive à avancer. Et je pense que globalement, on aura peut-être participé à la sensibilisation. Moi, je suis assez... Enfin, tu pourras donner ton avis, Marie, mais je pense que le gouvernement a proposé cette feuille de route. Je ne dis pas que c'est toi et moi qui avons fait que la feuille de route a été publiée en mai 23, mais probablement on y a peut-être contribué. Pourquoi? Parce que c'est ce mouvement est parti des acteurs de terrain, nous, euh, chargés de mission dans un établissement, directeur d'hôpital comme Marie, moi médecin, et d'autres. Et je pense qu'on a probablement, en agitant notre, nos revendications, on a probablement participé à cette construction. Donc je dirais ça à l'échelon macro et ça sera bien Marie, tu donnes ton avis. Et après, j'ai envie de dire au sein de l'hôpital, euh, je vois, j'ai envie de dire, quand je vais dans une unité qui est engagée, la satisfaction que c'est pour l'équipe, qui retrouve du sens, ça remet une dynamique d'équipe. L'autre jour, mon chef de service, on a deux unités dans le service, il m'a dit, Noël, ça serait bien d'aller dans l'autre équipe parce que je sais que ça va remettre de l'énergie dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment important. Et je sais que des professionnels de santé n'ont pas quitté l'hôpital parce que on leur rapportait cet oxygène, c'est l'oxygène qu'on apporte dans les équipes. Donc oui, bien évidemment, c'est extrêmement satisfaisant. Et le troisième point, ça bouge énormément, ça bouge partout, à tous les niveaux, hein, du côté des industriels, ça commence à bouger, du côté des établissements, du côté du ministère, etc. Donc oui, on voit que ça bouge. Voilà, maintenant, il faut qu'on aille vite. Faut qu'on aille vite. Marie, ton avis sur la feuille de route et Oui, sur je notre pense, action? ça a été intéressant de voir cette phase de construction. Effectivement, tout le monde a pu contribuer. Maintenant, c'est lancé. Maintenant, on passe à une phase où il faut rentrer dans le détail de chaque spécialité, de chaque, pardon, et des solutions. Et c'est le moment aussi des solutions, des startups qui vont apporter des solutions utiles. Quand on parle gâchis dans les hôpitaux, enfin, je vous donne une illustration, mais et ben, les hôpitaux, aussi curieux que ça puisse être, hein, ce sont des grandes machines ou des grands ensembles pleins de flux qui se croisent, hein, des flux humains, des flux logistiques. Et on est très mauvais en gestion de flux. C'est totalement étonnant. Donc, des solutions pour améliorer la gestion des flux, et ben, ça améliorera aussi l'utilisation la consommation au plus juste ce dont on a besoin, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place quand on aura une évaluation plus disponible, une première évaluation des produits de santé uniformes, des logiciels de prescription qui permettront à chacun de mieux comprendre ce qu'ils prescrivent. Ce sera intéressant. Mais je suis d'accord avec Noël, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la dynamique. Les grandes lignes sont posées et que chacun s'en empare. Donc, que chacun réfléchisse à ce qu'il peut améliorer. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais un angiologue avec qui je travaillais il y a quelques années dans l'établissement que j'ai géré. Et il me dit, ah, je vous ai vu sur tel webinaire, whatever. Mais oui, alors, mais on stocke beaucoup trop de données. Et ça fait longtemps que j'y pense.
et que chaque société savante fasse le travail pour sa propre activité. Donc, chacun aura des problèmes un petit peu différents, mais si on avance dans le même sens, c'est gagné. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter deux petites choses. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue que la transformation écologique, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire à côté, en plus, en option. Il faut que ça rentre dans les organisations, il faut que ça rentre dans les projets des institutions, il faut que ça rentre dans les projets d'établissement. Donc, par rapport à ce que je faisais peut-être il y a 5 ou 10 ans, c'est pas elle est motivée, elle est écolo. Non. Maintenant, ça doit rentrer dans l'organisation. Et la deuxième chose, vraiment, alors, il se trouve que puisqu'on parle un peu de motivation et de comment ça fonctionne, il se trouve que je participe à l'expérimentation de Bruno Latour. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une expérimentation citoyenne. Et ce que j'y ai appris, c'est que probablement on n'est pas éduqué on n'a pas, en tant que citoyen, enfin, on est mal éduqué en tant que citoyen, on doit pouvoir s'autoriser à aller interpeller son collaborateur, son directeur général, son directeur des ressources humaines pour dire, voilà, moi, il y a ce sujet, je voudrais que. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? D'accord? Donc, peut-être s'autoriser à reprendre sa place de citoyen et à dire, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on modifie ça. Alors après, il faut trouver la forme. Et aujourd'hui, qui peut renvoyer quelqu'un qui veut juste mettre plus d'écologie dans un fonctionnement? Donc, voilà. C'est un message aussi qui me semble important. Reprenons aussi chacun notre place de citoyen euh, parce que c'est important aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Noël. Je pense que c'est un mot de la fin parfait. Merci beaucoup, Noël et Marie, hein, pour vos deux interventions extrêmement enrichissantes, inspirantes, hein. Oui, ça a vraiment démontré, c'est ce que tu viens de dire, Noël, hein, c'est que c'est possible. Il faut s'autoriser, il faut oser s'engager, c'est possible. Ça ne peut pas être mal vu. Ça ne peut plus être mal vu. Ça pouvait l'être il y a 10 ans. Ça ne peut plus être mal vu. Et ton exemple, hein, et celui de Marie montre que on peut avoir un impact. Ça se fait pas tout seul, mais on peut avoir un impact. Et puis en plus, c'est très enrichissant, c'est très gratifiant. Donc voilà. Donc j'encourage évidemment tous les participants et tous ceux qui ensuite verront le replay, puis tous ceux qui, je l'espère, liront l'ouvrage que nous allons publier en rassemblant tous ces témoignages dont le tien, Noël, on en a parlé dans quelques mois, voilà, seront inspirés pour également passer à l'action. Donc un très grand merci également aux participants. Il est un petit peu tard, mais voilà, c'était très intéressant. Ceux qui ont encore un tout petit peu de courage, n'hésitez pas tout de suite ou avant de vous coucher, de renseigner le sondage comme on le fait à chaque fois. Je vais laisser aussi le mot de conclusion à Sciences Po Alumni, hein. Je vois que Pascal Morel du groupe Santé est encore là. Je ne sais pas si Marine est encore là, mais au moins Pascal, je te laisse le mot de la fin et encore un grand merci aux participants. Et juste, je vous redis, hein, ce que j'ai dit au début, regardez sur l'agenda d'Alumni for the Planet, il y a aussi beaucoup de webinaires pour ceux qui sont déjà passés à l'action et qui ont envie d'en discuter en petit comité en intelligence collective. Ce sont les webinaires que l'on appelle concrétiser le passage à l'action. Donc, profitez bien de nos deux formats de webinaires. Encore un grand merci, Marie et Noël, et puis à Sciences Po Alumni, à qui je laisse le mot de la fin. Non, merci. Alors, pour ma part, merci beaucoup. C'est évidemment très instructif. Et puis surtout, moi, je me suis enrichi de vos expériences concrètes, hein, je veux dire de terrain, parce que dans le fond, le secteur de la santé, je le connais bien. Ce que je sais, c'est que l'exemple est sans doute utile, hein. Pour autant, en tout cas, des gens comme moi qui avons été des hospitaliers ou des professionnels de santé engagés dans le soin, eh bien, je sais qu'il faut un sacré changement de culture. Parce que nous avons, comme vous l'avez dit, madame, nous sommes quand même, entre guillemets, des enfants du sida, hein, et nous avons au contraire été très formés à plus d'hygiène, donc avec la culture du jetable, avec évidemment changer les gants, faire très attention. C'est allé bien au-delà d'ailleurs de simplement une préoccupation. C'est devenu très intégré
dans les gestes des gens de ma génération, des médecins, des soignants de ma génération, des professionnels de santé. Et je me posais quand même une question que vous n'avez peut-être pas abordée, mais c'était pas le lieu, c'était peut-être penser que toutes ces grandes notions émergentes viennent également de l'Europe, sans doute, et de mouvements plus globaux. Et j'aimerais bien savoir un petit peu avec vous si on peut bouger de ce point de vue-là avec les autres pays, les autres professionnels de santé dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des actions que vous menez ou que vous pourriez mener? Alors, on va s'autoriser un dernier échange. Voilà, si Marie ou Noël, bien qu'il soit un peu tard, vous voulez porter un Alors moi, complément sur la dimension internationale, hein. je peux juste te dire, on a des contacts, hein, voilà, j'étais avec un hôpital suisse, des hôpitaux belges il y a 48 heures. Donc oui, on commence ça communique bien sûr entre nous. Au-delà, Marie, je te laisse la parole. Il y a Healthcare Without Harm, une ONG américaine qui travaille sur le sujet depuis 25 ans. Les pays nordiques ont fait des choses tout à fait remarquables. Dans l'industrie, il y a aussi des industriels qui sont particulièrement en avance. Je citerai Novo Nordisk et d'autres. Mais donc oui, ce sont bien sûr des pratiques qui se diffusent à l'international. Ce que je disais, moi, que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est un moment où on va apprendre de pays qui ont gardé des pratiques plus sobres. Et je ne l'ai pas commenté, mais sur une de mes slides, il y avait une cataracte faite en Inde versus une cataracte faite dans le NHS. Le calcul est encore plus important à New York. Et pour une qualité égale, on peut arriver à faire des choses beaucoup plus sobres et beaucoup moins carbonées. Donc, voilà, il y aura aussi des pratiques à regarder différemment et encore une fois, revenir vers des actions plus préventives. Très bien, merci beaucoup Marie et Noël. Donc, merci pour être de nouveau intervenus, hein, toutes les deux, et on ne manquera pas de vous solliciter de nouveau prochaine fois pour suivre voilà, la poursuite de vos travaux et de votre impact, hein, qui est grand. Donc, bravo pour ce que vous faites. Et puis, merci à Sciences Po Alumni, hein, d'avoir co-organisé avec Alumni for the Planet ce webinaire. Ce n'était pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Donc, merci beaucoup. À très Merci. bientôt et Merci bonne soirée à toutes et tous. À bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.